Imaginez la situation. On reçoit une convocation au tribunal, mais en y regardant de plus près, il est à l'autre bout de la France. Ou alors, il est spécialisé dans un domaine qui n'a absolument rien à voir avec l'affaire. C'est déstabilisant, hein? On a tout de suite l'impression d'être piégé dans un immense labyrinthe juridique. Alors, comment on s'y retrouve? Allez, on décortique ça ensemble. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve traîné devant un tribunal qui semble complètement à côté de la plaque? Eh bien, le droit français a prévu des outils très spécifiques pour gérer ce genre de situation. Et c'est justement ce qu'on va voir. Face à ce problème, la procédure civile française offre plusieurs chemins. En gros, il y a 3 grands mécanismes, 3 exceptions de procédure pour contester la compétence du tribunal saisi. Alors, ces noms peuvent paraître un peu barbares, mais en réalité, c'est assez logique. On a donc le déclinatoire de compétences, la litispendance et la connexité. Chacun correspond à un cas de figure bien précis et on va voir en détail comment ça marche. Ok, on commence avec le cas le plus classique, celui qu'on rencontre le plus souvent, le déclinatoire de compétences. C'est l'outil de base quand on pense que le juge n'est tout simplement pas le bon. Pour faire simple, c'est un peu comme dire au juge « Avec tout mon respect, ce match-là, ce n'est pas sur votre terrain ». On conteste son autorité, soit parce que géographiquement ça ne colle pas, c'est la compétence territoriale, soit parce que le sujet de l'affaire ne relève pas de sa spécialité, ça c'est la compétence d'attribution. Allez, deuxième cas de figure, la litispendance. Ici, le problème est complètement différent. Le tribunal n'est pas forcément incompétent, non. Le souci, c'est qu'il y a un doublon dans le système. Imaginez un peu le chaos. 2 arbitres sur le même terrain qui essayent de diriger le même match en même temps. Ce serait le bazar. La litispendance, c'est justement l'outil qui permet de dire stop au deuxième tribunal pour qu'une seule et unique décision soit rendue. C'est juste une question de bon sens et de bonne organisation. Et enfin, notre troisième outil qui est un peu plus subtil, la connexité. Ici, on n'a pas 2 affaires identiques, mais des affaires qui sont très très liées entre elles. Pensez à 2 puzzles différents, mais dont on sent que les pièces s'emboîtent. La connexité, ça permet de rassembler les 2 boîtes de puzzle devant un seul et même juge pour être sûr que l'image finale soit cohérente. Le but, c'est vraiment d'éviter que 2 tribunaux rendent des décisions qui se contredisent. La différence fondamentale entre ces 2 mécanismes, c'est vraiment une question de timing. Pour la litispendance, la règle est hyper stricte. Il faut la soulever in limine litis, c'est-à-dire tout, au début, avant n'importe quelle autre défense. La connexité, elle, est plus souple. On peut en principe la soulever à n'importe quel moment, même si, attention, si c'est fait trop tard, le juge peut la rejeter s'il estime que c'est juste pour faire traîner les choses. Bien, maintenant qu'on connaît les outils, la question c'est comment on s'en sert. Parce que, attention, dans ce labyrinthe juridique, il y a des règles du jeu très précises. Et le timing, c'est absolument crucial. Et voilà la règle d'or, la règle numéro 1, tirée de l'article 74 du Code de procédure civile. In limine litis. Ça veut dire quoi ce charabia latin? Littéralement, au seuil du litige. En clair, ça signifie que la contestation de la compétence, c'est la toute première chose à faire, avant même de commencer à discuter du fond du problème. Cet ordre des opérations n'est pas négociable. C'est capital de le comprendre. Si une partie commence à argumenter sur les faits, à plaider sur le fond, c'est terminé. Elle est considérée comme ayant accepté la compétence du tribunal. Elle perd alors définitivement le droit de la contester. C'est une porte qui se ferme et on ne peut plus revenir en arrière. Et ce n'est pas tout. Comme le précise bien l'article 75, il ne suffit pas de le dire à l'oral. Non. La contestation doit être formelle et motivée. On ne peut pas juste dire « vous n'êtes pas compétent ». Il faut expliquer pourquoi, en s'appuyant sur des arguments de fait et de droit, et surtout, il faut désigner précisément quelle juridiction serait, selon nous, la bonne. Une fois que la contestation est soulevée dans les règles de l'art, la balle est dans le camp du juge. Il devient en quelque sorte le premier gardien du labyrinthe. Il doit prendre une décision qui va orienter tout le reste de la procédure. Alors là, 2 issues sont possibles. Soit le juge dit « Ok, vous avez raison, je suis incompétent ». Dans ce cas, il n'a pas le droit de toucher au fond du dossier. Sa seule mission, c'est de désigner le bon tribunal et de lui renvoyer l'affaire. Soit il se déclare compétent, et dans ce cas, le procès continue devant lui. Il peut même, dans certains jugements, statuer à la fois sur sa compétence et sur le fond de l'affaire. Mais attention, la décision de ce premier juge n'est pas forcément la fin de l'histoire. Il existe un autre niveau dans ce labyrinthe, une voie de recours spéciale et surtout très très rapide. 15. Retenez bien ce chiffre, 15. C'est le nombre de jours dont on dispose pour faire appel d'un jugement qui statue uniquement sur la compétence. C'est un délai extrêmement court qui exige une réactivité quasi immédiate. Voilà donc le déroulement de cet appel accéléré qui est bien encadré par les textes.
Tout va très vite. L'appel doit être motivé, c'est-à-dire qu'il faut expliquer en détail pourquoi la décision du premier juge est contestée. C'est ensuite la cour d'appel qui tranche et qui désigne, cette fois de manière définitive, le bon tribunal. Le système français a aussi une astuce bien pratique pour gagner du temps, le pouvoir d'évocation. En gros, si la cour d'appel n'est pas d'accord avec le premier juge et estime qu'il était bien compétent, elle peut décider, par souci d'efficacité, de garder l'affaire et de la juger elle-même sur le fond. C'est une sorte de raccourci procédural pour éviter de perdre des mois en aller-retour. Alors, après avoir exploré tous ces méandres, on peut légitimement se demander, mais pourquoi toutes ces règles compliquées? Pourquoi ce labyrinthe existe-t-il? Essayons de prendre un peu de hauteur pour comprendre la logique derrière tout ça. En réalité, ces règles ne sont pas de simples obstacles. Elles sont là pour protéger des principes fondamentaux. L'équité d'abord, pour que chacun soit jugé au bon endroit. L'efficacité, pour ne pas perdre un temps précieux. L'ordre, pour que les juges spécialisés traitent bien les affaires qui relèvent de leur domaine. Et enfin, la cohérence, pour garantir la sécurité juridique et éviter des décisions contradictoires. Le point crucial à retenir, c'est donc celui-ci. Le système français accorde une importance capitale à l'ordre procédural dès le tout début de l'instance. En réglant la question de la compétence tout de suite, on s'assure que tout le parcours judiciaire qui va suivre reposera sur des fondations solides et équitables. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Ces procédures, qui sont conçues pour être justes, sont aussi complexes. La question reste donc ouverte. Où place-t-on le curseur entre la rigueur, qui garantit l'équité, et la simplicité, qui assure un véritable accès à la justice pour tous? C'est un défi fondamental pour n'importe quel système juridique.